Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de justice et de réconciliation suite à des requêtes de plusieurs associations des droits humains et de victimes. Des avancées majeures auraient été enregistrées dans les affaires d'exécution commises sous l'occupation de la région de Tombouctou. Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, commissaire islamique de Tombouctou durant l'occupation de la ville par les groupes djihadistes en 2012, a été remis à la CPI. Son audience de première comparution est programmée pour le 4 avril. Demain, nos invités sur ce plateau, M. Drissa Traoré, coordinateur du projet conjoint AMDH-FIDH, et Mme Fatoumata Arber, activiste et ressortissante de Tombouctou. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. L'arrestation et le transfert d'Alassane représentent une avancée significative dans les enquêtes et poursuites de la CPI, en particulier pour les victimes de Tombouctou qui continuent d'attendre que justice soit faite selon un juriste. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose d'écouter cette réaction de Yehia Ama, vice-président de l'association des victimes de Tombouctou. Tous ceux qui ont fait des crimes ou des violations, il faut qu'on les arrête et les juge. C'est notre objectif, nous-mêmes les associations. Donc on est vraiment contents réellement de cette situation. Que Alassane a été transmis à la CPI. On est très très contents. On peut s'attendre vraiment d'un procès réellement satisfaisant de la part de la CPI. Parce que nous, on a dit l'exemple de Mohamed Al-Faki. La CPI a fait son travail et ils ont jugé normalement et on a été dédommagé et il a été aussi condamné. Moi, je pense que réellement, c'est le même cas qu'Alassane. C'est les mêmes infractions que Al-Faki a eu à faire. C'est les mêmes infractions qu'Alassane aussi a fait. Nous souhaitons à la CPI bonne chance, vraiment faire un travail bon. Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Traoré. Avez-vous une idée sur comment ce procès va être mené à la CPI? Merci beaucoup, Fatoumata, pour cette invitation. Et nous remercions sincèrement les studios Tamani pour ce genre d'initiative allant dans le sens de la promotion et la protection des droits de l'homme. Et vous savez, comme vous avez su comprendre à travers le communiqué que nous avons fait ce matin, et donc nos organisations sont satisfaites bien sûr de ce transfert d'Alassane à la CPI pour la seule et simple raison que c'est un soulagement pour les victimes, mais aussi il faut reconnaître que c'est une première fois que des charges comme des violences sexuelles ou des violences basées sur les genres soient prises en compte dans une poursuite au niveau de la CPI en ce qui concerne la situation du Mali. Alors, comment l'affaire va se dérouler, ça c'est complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais juste vous rappeler les quelques grandes étapes de la procédure. Et vous-même, vous avez dit dans l'introduction que demain, les charges lui seront présentées. Ça, c'est la procédure préliminaire. À la suite de la présentation des charges qui aura lieu demain, il y aura ce qu'on appelle l'audience de confirmation des charges. Et là, pour l'instant, on n'a pas la date. Et cette audience de confirmation des charges peut aboutir à 3 décisions. D'abord, une décision qui peut aboutir à la confirmation des charges et au renvoi au jugement, ou une décision qui peut bien sûr infirmer les charges, ce qui n'empêche pas au bureau du procureur de présenter ultérieurement des éléments de preuve. Et le troisième cas de figure est un peu similaire au deuxième cas, car c'est aussi une opportunité donnée au bureau du procureur, et si nous disons au juge d'ajourner l'audience et de demander au bureau du procureur de présenter de nouveaux éléments. Donc cela a été fait dans plusieurs procédures au niveau de la CPI, dont le cas dans l'affaire Gbagbo. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point la procédure au niveau de la CPI elle est complexe. Aussi, quand c'est complexe, on peut imaginer les délais que ça peut prendre. Donc pour l'instant, il sera prématuré de se prononcer sur une durée approximative du procès, mais ayons à l'esprit que c'est une procédure complexe et c'est une procédure aussi qui demande aussi, bien sûr, d'étudier à la loupe les éléments de preuve pour bien sûr garantir un procès équitable. D'accord.
Merci, M. Traoré. Alors, Madame Harbert, que pensez-vous des propos de M. Traoré concernant ce procès-là? Il dit que c'est une procédure complexe. Monsieur, il a parfaitement raison. La procédure, elle est complexe. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux que féliciter et puis applaudir. C'est une très bonne chose. Elle est complexe, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il faut que les organisations de défense des droits de l'homme, elles aussi suivent bien le dossier et vraiment veillent à ce que cette personne-là, M. Al-Fayez, vraiment de façon conséquente sur les crimes qu'il a eu à connaître durant la crise de 2012 à Tombouctou. D'accord, Madame Harbert. Ce transfert est une avancée, certes, mais pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de remettre Alassane à la CPI, Monsieur Traoré? C'est une question importante, d'autant plus que, vous savez, le Mali est parti au statut de Rome depuis 2000. Et le Mali a aussi, bien sûr, déféré sa situation à la CPI en juillet 2012, si je ne m'abuse. Et le Mali a de même aussi signé un accord de coopération avec la CPI en février 2013. Ce qui veut dire que le Mali a reconnu que dans le cadre des crimes commis sur son territoire, qu'il peut bien sûr remettre à la CPI des auteurs de ces crimes. Alors, il faut aussi reconnaître que, certes, il y a la CPI, mais la responsabilité première de juger un auteur de crime incombe à l'État, aux autorités nationales, aux autorités judiciaires nationales. Alors ça veut dire qu'il revenait bien sûr aux autorités maliennes et de juger tout ou presque tous les auteurs des crimes qui ont été commis sur son territoire. Et la CPI n'intervient lorsque l'État n'a pas soit la volonté ou la capacité de juger bien sûr des auteurs des crimes qui ont été perpétrés sur son territoire. Alors, ça veut dire que dans un premier temps, la CPI laisse la main libre ou les mains libres à l'État malien de dérouler sa procédure, les procédures judiciaires. C'est au cas où la CPI estime que l'État malien n'avance pas, c'est-à-dire que l'État malien n'a pas la volonté, comme je l'ai dit, ou la capacité de juger, qu'elle intervient. Cela est le cas puisque vous êtes certainement au courant qu'en novembre 2014 et en mars 2015, nos organisations ont déposé des plaintes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre, bien sûr, ces auteurs-là, dont Alassane. Donc, de 2014 à 2015 jusqu'à maintenant, ces procédures judiciaires n'ont pas évolué. Et nous sommes retournés vers la CPI dans le cadre de nos plaidoyers pour demander aussi au bureau du procureur d'élargir les champs d'action des poursuites dans le cadre du Mali aux auteurs présumés de crimes sexuels. Et là, aujourd'hui, s'il y a cette décision, nous ne pouvons que nous réjouir bien sûr dessus, parce que c'est l'aboutissement aussi du travail de plaidoyer que nous faisons. On peut bien sûr aussi remercier les autorités maliennes, même si on aurait voulu que les autorités maliennes jugent les auteurs des crimes commis sur son territoire. Mais si la CPI intervient dans le cadre de la complémentarité positive, on ne peut aussi que se réjouir de cette décision. D'accord. Alors, Madame Harbert, M. Traoré vient de nous exposer deux cas de situation qui font que soit le Mali n'a pas la volonté de juger ces personnes ou n'a pas la capacité de juger ces personnes. Que pensez-vous de ces deux résolutions? Sincèrement, comme M. Traoré, je pense que l'État malien devrait d'abord veiller à juger ces personnes-là qui ont commis ces crimes et ces exactions sur le peuple malien, ici au Mali. Comme le premier, nous avons déjà eu un premier auteur de crime qui a été jugé ici au Mali, M. Touré, qui a écopé de 10 ans de prison. Donc moi, en réalité, je n'ai pas compris. Quand on prend ces dossiers de ces auteurs de crimes-là, nous avons l'impression que l'État malien fait du 2 poids 2 mesures. Pendant que certains auteurs, certains criminels sont jugés ici au Mali, d'autres sont extradés. C'est le second maintenant après M. Al-Fassi. M. Al-Fassi est le second à être
transférés au niveau de la CPI. Et d'autres ont même été libérés par l'État malien alors qu'ils font l'objet de plaintes de la part des organisations que M. Traoré représente. Il y a notamment M. Al-Husseini Okaoka qui a été le juge islamique à Tombouctou durant la période 2012-2013. Le monsieur a été tout simplement libéré alors qu'il fait l'objet de plaintes. Il n'a été ni jugé au Mali, ni encore moins transféré à la CPI pour être jugé sur le plan international. C'est quelque chose que vraiment nous dénonçons et nous pensons que l'État malien devrait vraiment changer son fusil d'épaule et veiller à ce que la justice revienne dans le cadre du traitement des crimes qui ont été commis sur notre territoire entre 2012 et 2013. Mais il y a eu M. Al-Faki Al-Mahdi et maintenant Alassane. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres cas de ce genre qui seront peut-être transférés à la CPI? On peut s'attendre à cela, oui. On peut s'y attendre parce que, pour être sincère, le transfèrement de M. Al-Husseini a vraiment été une surprise pour des personnes comme moi. On ne s'y attendait pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est une très bonne chose. Il faudrait que ça continue. Et la première des propositions que nous faisons au gouvernement malien, c'est que ces criminels-là doivent vraiment payer ici au Mali pour que vraiment... parce que le jugement à la CPI, là, le jugement de M. Al-Faki nous laisse sur notre fait. On a l'impression que vraiment, il a été condamné à 9 ans de prison. Il a été déclaré indigent. C'est un fonds des Nations Unies qui va dédommager les victimes. Ça, c'est un. Deux. En plus, il a même été jugé pas pour les crimes qu'ils ont commis sur les personnes, les crimes sexuels, les exactions, mais pour destruction de mausolées. C'est quelque chose qui vraiment, moi, en tant qu'habitante de Tombouctou, c'est quelque chose qui nous frustre en fait. Parce que nous avons vu connaître des choses sur des personnes mourir, des femmes être mariées de force. Certains sont partis et ne sont jusqu'à pas revenus. Et bon, c'est pour avoir détruit des mausolées qu'une personne est jugée jusqu'à la CPI. En tant que victime, il faut que je m'appelle comme ça, en tant que victime, c'est quelque chose que nous ne comprenions pas. Et bon, qu'on transfère encore d'autres criminels à la CPI n'est vraiment pas le premier de nos désirs, en fait. D'accord. Alors, M. Traoré, vous venez d'entendre Mme Harbert tout de suite, qui nous parlait un peu du procès de Al-Faki. Pensez-vous que ce serait le même cas qu'avec M. Alassane, qui serait peut-être condamné pour des crimes pour lesquels il n'est pas accusé? Oui, effectivement, je suis en grande partie d'accord avec Fatouma Harbert. Et là, elle a parlé de trois choses, je crois, importantes. Et elle a parlé, bien sûr, que c'est la première fois que la CPI ouvre une affaire dans le cadre des crimes commis sur des personnes physiques. Là, j'ai dit sur des personnes physiques, oui. Puisque dans le cadre de l'affaire Al-Mahdi, c'était des charges relatives à la destruction de mausolées. Donc, on peut dire des crimes de guerre, bien sûr, à caractère... et bien sûr historique et religieux. Et là, Alassane est poursuivi non seulement pour ces mêmes charges, mais aussi pour des charges relatives aux violences sexuelles, ce qui est un premier cas. Et alors, est-ce qu'il y aura d'autres qui vont suivre Alassane à la CPI? Il faut d'emblée dire que la CPI ne rend pas justice comme une justice nationale, c'est-à-dire la CPI ne va pas s'occuper d'une dizaine, bien sûr, d'auteurs de violations. La CPI ne s'intéressera qu'à quelques éléments. Ça peut être les plus hauts responsables, ça peut être les commanditaires, comme ça peut être des auteurs directs. À quelques éléments. Donc, je ne donnerai pas un chiffre par rapport au nombre qui va suivre, mais ce qui est sûr, du fait que les charges comme les violences sexuelles soient prises en compte, il y a une forte probabilité que d'autres personnes suivent, bien sûr, Alassane à la CPI. Et Fatouma a parlé de Ouka Ouka.
qui avait été arrêté, je crois, en 2013 et ensuite malheureusement libéré en août 2014 suite à des échanges, bien sûr, des prisonniers. Et alors que lui, il était le juge islamique qui aurait ordonné pas mal de crimes. Parce qu'en tant que juge islamique, il a quand même ordonné des mariages que nous qualifions de viol collectif. Une femme qui pouvait se marier à 2 ou plusieurs hommes. Et aussi des cas d'extraction des fonds, etc. Donc, logiquement, cette personne-là, qui est à portée de main, puisqu'il est dans les environs de Tombouctou, qui aussi n'est pas impliqué dans le processus politique, parce que parfois on peut dire non, c'est dans le cadre de l'accord de paix, c'est un peu sensible, etc. Il faut laisser l'accord de paix faire son chemin. Mais lui n'est pas, par contre, impliqué dans dans le processus politique. Donc, il est atteignable. Et il peut être arrêté, bien sûr, soit jugé par les autorités maliennes ou transféré à la CPI dans le cadre, bien sûr, des crimes sexuels comme étant l'un des commanditaires de ces crimes. Et Fatouma a parlé également de... Et là, pour finir sur les libérations, nous continuons à afficher, bien sûr, ces libérations, mais même s'il faut reconnaître que ces libérations de fait ne veut pas dire que ces personnes ne seront pas poursuivies dans l'avenir, il faut le dire, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que notre justice a la capacité de poursuivre 20 ans, 40 ans après ces auteurs? Mais là, la situation de M. Ouka, comme vous venez de le dire, mais qu'est-ce qui empêche les autorités de l'arrêter ou qu'est-ce qui empêche de suivre la procédure comme les autres? Moi, je n'ai pas, malheureusement, la réponse. Moi, nous, nos organisations aurions voulu à ce qu'il soit arrêté, à ce qu'il soit jugé pour sa responsabilité présumée dans la commission de ces crimes. Mais aujourd'hui, il est toujours en liberté. Et nous avons, si vous vous rappelez, quand il avait été libéré en août 2014, nous avons fait une très grande marche en septembre 2014 pour aller demander aux autorités maliennes d'arrêter ces libérations, mais aussi de poursuivre de façon diligente ces auteurs. Et aujourd'hui, il n'est toujours pas poursuivi et je ne sais pas pourquoi. Donc, on peut reposer la question aux autorités maliennes, aux autorités judiciaires. Pourquoi Ouka n'est pas aujourd'hui, on peut dire, arrêté et jugé. Donc, contrairement à Aliou Mahaman Touré, qui a été jugé en août 2017 pour la perpétration, bien sûr, des crimes à Gao, en sa qualité de commissaire islamique. Et pour finir, à la suite de Fatouma Arbert, par rapport à la réparation, c'est vrai, les mesures de réparation au niveau de la CPI sont complexes, qui font souvent que les victimes peuvent rester sur leur faim. C'est pourquoi souvent nous demandons bien sûr à la justice nationale de juger ces cas et d'ordonner des réparations. Et nous aimons souvent appeler l'État en cause, c'est-à-dire l'assignation de l'État en justice. Ça veut dire que l'État est le premier responsable de tous les crimes qui sont, bien sûr, de tous les préjudices arrivés aux populations. Donc, l'État ne peut pas être pénalement poursuivi ou responsable, mais l'État peut quand même réparer ou participer à la réparation des préjudices que les victimes ont subis. D'où la nécessité à ce que ces crimes soient jugés sur le territoire national. Et à défaut aussi, la CPI intervient. Bien sûr, il y aura des mesures de réparation, mais ces mesures de réparation seront disparates et variées, et certaines victimes peuvent rester sur leur faim. D'accord. Alors, Madame Arbert. Oui. Alors, oui. Est-ce que vous pensez qu'avec cette décision, on peut parler d'une relance des procédures en cours devant la justice malienne? La justice malienne, je pense, oui, personnellement, je suis très sceptique par rapport à l'état même de la justice malienne. Notamment, la justice est très, très importante pour nous. Elle devrait normalement participer au processus de paix. Mais moi, mon constat est que concernant notamment les crimes qui continuent, il faut le dire, qui continuent encore à être commis sur le territoire malien, il y a notamment les exactions, les problèmes intercommunautaires amortis. Ici à Tombouctou, il est pratiquement... Il y a des choses qui se passent, les médias ne s'y intéressent même pas, à force de parler de la justice. Et nous ne sommes même pas y. Donc là, vraiment, moi, personnellement, je suis très, très sceptique par rapport à cette justice malienne-là. Est-ce qu'il y aura justice par rapport à tout ce qui s'est passé au nord, là? Je ne pense pas, parce que il y a les politiques, il y a ce processus de paix-là qui vraiment force les calculs, en fait. Et moi, je suis vraiment, malgré
ce transfèrement de ce prisonnier-là à la CPI, je suis vraiment très sceptique. Et je ne prends pas ça pour un bon signe, quoi, vraiment. D'accord, merci beaucoup, Madame Harbert, pardon, et toutes nos excuses pour la qualité sonore. Elle est depuis Tombouctou avec nous. Malheureusement, on a des problèmes de réseau. Alors, Monsieur Traoré, que pensez-vous des propos de Madame Harbert? Oui, Madame Harbert est sceptique, mais nous sommes obligés de rester optimistes, malgré bien sûr que le contexte parfois peu favorable à la lutte contre l'impunité. Et on peut bien sûr, c'est pas pour comprendre, mais que dans un contexte de la mise en œuvre des accords politiques, il peut y avoir bien sûr des concessions, mais nous avons tout le temps dit que l'accord de paix ne doit pas marcher sur la justice, puisque la justice doit être une épine dorsale dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Puisque les crimes qui ont été perpétrés pendant la crise sont tellement graves et massifs qu'une réponse judiciaire appropriée doit intervenir pour effectivement non seulement mettre les victimes dans leurs droits, mais aussi prévenir la récurrence de ces crimes-là. Parce que parfois, quand vous interrogez les acteurs, certains diront en telle année il y a eu tel crime, il n'y a pas eu justice, en telle année il y a eu tel crime, il n'y a pas eu justice. Nous avons dit cette fois-ci, il faut rendre justice, puisque l'impunité fait partie des causes de ces conflits récurrents. Et quand je disais que le contexte n'est pas peu favorable, je vais aussi aller dans le sens où vous avez dû suivre qu'il y a un avant-projet de loi d'entente nationale contre lequel nos organisations ne s'opposent pas, mais qui pourrait bien sûr avoir l'effet contraire. Et aussi, nous avons pensé que cet avant-projet de loi d'entente nationale pourrait bien sûr, en l'état actuel des procédures judiciaires, et pourrait avoir un double risque, un risque d'arbitraire et un risque d'impunité. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'il est difficile de distinguer ceux qui ont, bien sûr, les sangs sur les mains, comme le président de la République l'a dit, et ceux qui n'en ont pas, puisque les enquêtes ne sont pas avancées à tel point qu'on peut, bien sûr, identifier les auteurs de ces crimes ou les innocents. Donc, nous avons dit, pour aller vers une loi d'entente nationale, qu'il faille d'abord laisser la justice faire son travail, qu'il faille d'abord laisser la CVGR aller jusqu'à son rapport, qu'il faille aussi et surtout laisser la commission d'enquête internationale prévue à l'article 46 de l'accord d'Alger d'effectuer aussi ces investigations. Comme ça, on aurait une base qui permettra non seulement d'accorder ou de prendre des lois d'amnistie pour des individus qui n'ont pas, bien sûr, le sang sur les mains, et de maintenir en détention ceux qui ont perpétré ces crimes. Donc c'est là quand même important. Donc le contexte aujourd'hui, il est peu favorable à la lutte contre l'impunité. C'est pourquoi nous demandons aux autorités maliennes de doubler d'efforts pour effectivement aller dans le sens des réponses judiciaires, puisque aujourd'hui la lutte contre le terrorisme ne doit pas être qu'une question sécuritaire. Donc il faut aussi une réponse judiciaire pour mettre à côté les acteurs de violence et surtout mettre les victimes dans leurs droits. D'accord. Alors, Madame Harbert, M. Traoré vient de nous faire mention de l'avant-projet de la loi d'entente nationale. Est-ce que vous pensez que l'application de cette loi sera possible sans créer de tensions? Non, les tensions quand même, cette loi contient le gène de la tension intercommunautaire même à son sein. Parce qu'il est clair que le processus de paix et cette prétendue loi d'entente nationale a pour seul but vraiment de dédouaner les leaders politiques des groupes armés. Et il est malheureux, moi en tant que juste activiste et observateur de la vie politique, nous voyons un repositionnement de certains groupes armés qui avaient à un début cherché à se fondre au sein d'une grande coordination pour qu'on ne leur reproche pas justement les crimes qu'ils ont faits, ou bien pour empêcher le ressenti des communautés. Si nous prenons, il y a notamment le MNLA qui, nous rappelons très nettement, le 1er avril 2012,
quand ils sont rentrés à Tombouctou, d'où je vous parle présentement, ils ont pratiquement tout saccagé. Ils ont emporté tous les véhicules des services de l'État. Quand nous prenons l'académie d'enseignement de Tombouctou, ils ont mis le feu. Vous voyez. Et là, quand on a commencé à reprocher des crimes à ces gens, quand la population même dit, bon, c'est le MNLA qui a fait ceci, le MNLA a fait cela, le MNLA s'est fondu dans la CEMA. Maintenant, politiquement, la CEMA a pu repositionner ces groupes armés-là. Le MNLA est en train de remettre des centres pour avoir des positionnements politiques, certainement, pour avoir des postes. Et là, on est en train de vouloir nous faire oublier tout ce qui s'est passé. Et cette loi d'entente-là doit pouvoir permettre à ces personnes-là qui ont les mains tachées, il faut le dire, qui ont violé les filles, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, qui continuent d'ailleurs même maintenant à prendre leur tribut de guerre. Ils comptent sur cette prétendue loi d'entente nationale pour revenir sur l'échiquier politique et l'échiquier national. Moi, en tant qu'activiste, je dis non, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas, en aucune manière. Pour qu'il y ait une loi d'entente nationale, il faut qu'il y ait une entente véritable. Quand on revient au niveau des communautés, là où on est, il y a toujours la division, il y a toujours ces ressentis entre les personnes. Il faudrait revenir vraiment vers les communautés, essayer de reconstruire la souche sociale qui a été touchée par le conflit, au lieu de partir à Bamako faire des choses à l'arraché. Quand on dit communauté, les communautés se font représenter par des personnes qui sont établies à Bamako, qui veulent continuer à parler au nom des communautés alors qu'ils n'ont pas vécu la crise, ils n'ont rien vécu. Il est temps à ce que cela prenne fin et que vraiment on s'attaque aux problèmes véritables de la paix. Pour qu'on fasse la paix, il faut une véritable justice. Il ne faudrait pas que l'État malien nous impose une loi d'entente, une loi d'une force entente nationale, vraiment. Ça sera une force entente. Parce que là, nous sommes en train de voir que c'est encore une fois un pacte national qui est en train d'être fait. On accorde des choses chaque fois on accorde des choses aux personnes qui ont osé se révéler. On ferme les yeux sur les crimes qu'ils ont commis. Nous-mêmes, l'État malien, même l'armée malienne même commet ces crimes à côté. On essaye de fermer les yeux sur tout et puis on essaye de dire c'est la paix, nous sommes ensemble, on brûle quelques armes et puis terminé. Non. Vous voyez. D'accord, Madame Harbert. Alors, Monsieur Traoré, vous venez d'entendre tout de suite les propos de Madame Harbert concernant ce projet de loi d'entente nationale. Ne pensez-vous pas que cette situation va peut-être être une violation des droits des victimes à la justice? Dans un premier temps, je voudrais davantage remettre les choses dans leur contexte. En fait, il est bien prévu à l'accord d'Alger une conférence d'entente nationale qui a eu lieu et qui a abouti bien sûr à une charte de paix. Et il s'est trouvé que dans cette charte de paix, on parle de loi d'entente nationale. Donc, par rapport à la légalité, voire au fondement juridique de cette loi, il n'y a pas de débat. Cependant, par rapport à la faisabilité, au niveau de la faisabilité qu'il y a débat. Alors, si nous sommes sensibles bien sûr à toute initiative allant dans le sens de la paix, nous sommes cependant, bien sûr, opposés, bien sûr, à toute initiative bâclée ou à toute initiative qui pourrait, bien sûr, avoir un effet immédiat, des effets immédiats, mais provisoires. Mais nous voulons plutôt des initiatives pérennes. Aujourd'hui, pour avoir une loi d'entente nationale, une véritable loi d'entente nationale au Mali, il faut attendre à ce que des enquêtes judiciaires et non judiciaires aillent à leur terme. Comme vous venez même de le mentionner, Ouais. il y a eu 15 dépôts de plaintes devant le tribunal de la commune 3 de Bamako en 2015, y compris Alassane Ag Abdelaziz, celui qui a été transmis à la CPI. Mais où en sommes-nous avec les 14 autres? Non, en fait, ce n'est pas 14 plaintes. Je parlais de la plainte que nous avons déposée en mars qui concernait 15 auteurs. Oui. Mais en termes de chiffres par rapport au nombre de plaintes, il y a
il y a une dizaine de plaintes collectives. Parce qu'une plainte, par exemple, la plainte que nous avons déposée le 12 novembre concerne 80 victimes, et bien sûr, des violences sexuelles perpétrées dans toutes les régions du Nord. Et la plainte du 6 mars 2015 concerne 33 victimes de Tombouctou. C'est dans cette plainte que nous avons visé des 15 auteurs, dont Alassane, dont Ouka et autres. Et il y a d'autres plaintes, bien sûr, qui ont été déposées toujours au niveau de la commune 3, qui sont en train d'être transférées, dont certains sont en train d'être transférés au pôle judiciaire spécialisé contre le terrorisme. Et c'est une dizaine de plaintes, mais excepté la procédure de Aliou Mahaman Touré, aucune d'entre elles n'a évolué. Ces plaintes sont restées, comme on l'a mentionné dans le communiqué, sont au point mort. Et donc, dans ce statu quo, il n'est pas, sinon il est prématuré d'envisager une loi d'entente nationale au risque d'accorder de l'impunité à certaines personnes, au risque de porter préjudice au droit à un procès équitable à certaines personnes comme auteurs, et surtout au risque de violer les droits inaliénables des victimes à la justice et à la vérité. C'est pourquoi nous demandons aux autorités maliennes de surseoir à ces processus, le temps que des enquêtes judiciaires soient menées, le temps que la CVJR continue son travail, le temps que la commission d'enquête internationale aussi produit son rapport. Comme ça, il y aura une base légale et légitime qui permettrait de pointer le curseur sur tel ou tel. Et aujourd'hui, en l'état, il est prématuré. Donc, c'est ça, en fait. Donc, nous ne sommes pas contre une loi d'entente nationale, mais nous avons juste dit qu'en l'état actuel des procédures judiciaires, il serait prématuré d'aller vers une loi d'entente nationale. Et là aussi, il faut dire que cette loi d'entente nationale ne viserait pas qu'à exonérer certaines personnes des poursuites judiciaires, mais aussi à prévoir des réparations, ce qui est une bonne chose. Donc, il faut attendre un peu. D'accord. Ouais. Alors, Madame Albert, que sont devenus les autres responsables importants sous l'occupation de la ville de Tombouctou en 2012, à part M. Ouka? Je ne pourrais vous dire, à part M. Ouka. Par exemple, il y a M. Hamad Moussa, qui a été le commissaire de la police islamique, qui a été aussi libéré. À un moment, il a été libéré en même temps que Ouka dans le cadre d'échange de prisonniers. Il est là, il vit sa petite vie de berger, c'est tout. D'accord. Et vous, M. Traoré, que pensez-vous de cette situation? Que sont-ils devenus? Oui, c'est une question délicate. À part ces personnes, oui. Certains sont morts, il faut le dire, lors des combats engagés pour la libération de ces villes par les forces maliennes et françaises, et certains sont tombés. Et certains avaient été arrêtés, ensuite libérés, et certains n'ont jamais été arrêtés. Peut-être on ne sait pas où ils se trouvent. Donc ça, c'est la grande question aujourd'hui. Comment accéder à ces personnes-là? Pour accéder à ces personnes aujourd'hui, il faut plus de mesures sécuritaires permettant effectivement de permettre aussi aux juges, aux autorités judiciaires de mener des enquêtes. Parce que tant qu'il n'y a pas d'enquête, il est quand même difficile de mettre la main sur certaines personnes. Avec les enquêtes, il y a une forte, il y a forte de chance de pouvoir peut-être identifier d'autres auteurs qui ne sont pas forcément cités dans nos plaintes. Donc c'est pourquoi il faut une volonté politique très forte pour effectivement aller dans le sens de répondre bien sûr aux attentes des justiciables dans le contexte de la crise. D'accord. Et pensez-vous que cette situation va avoir un impact, vu que ça intervient dans un contexte peu favorable de la lutte contre l'impunité au Mali à quelques mois des élections présidentielles? Quelle situation? Le transfèrement? Oui, le transfèrement. Oui, nous espérons que cette décision va permettre de relancer les procédures en cours devant la justice malienne, surtout, et que la coopération entre la CPI et le Mali doit être renforcée davantage, mais que cette coopération, comme je l'ai dit tantôt, soit accompagnée d'une volonté politique forte de poursuivre les auteurs
ces crimes, sur le plan national surtout, comme je l'avais dit tantôt, et sans quoi elle ne permettra pas de répondre à l'attente des victimes. Je disais au début de mon propos que tellement que les attentes des victimes sont grandes qu'on ne peut pas se fier à la seule CPI qui ne va pas poursuivre tout le monde, qui ne va pas aussi accorder certaines mesures de réparation, allant dans le sens de la satisfaction, bien sûr, des intérêts des victimes. Donc, il faut quand même donner toute la latitude à la justice nationale de pouvoir juger ces cas-là. Donc, nous, comme je l'ai dit, on reste optimiste, et nous continuons bien sûr à encourager les autorités judiciaires maliennes et à prendre plus de mesures dans le cadre de la lutte contre l'impunité. D'accord. Alors, Madame Harbert, pensez-vous la même chose que M. Traoré concernant l'impact de toute cette situation sur les élections à venir? Oui, je partage l'avis de M. Traoré, il a parfaitement raison. Et bon, nous espérons que la volonté politique va changer et que réellement des poursuites seront faites sur le plan national surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et ces poursuites-là pourront avoir un effet vraiment bénéfique sur la paix et la réconciliation. La justice est très, très importante pour cela. D'accord. Alors, M. Traoré, comme vous venez de le dire, vous espérez que la justice nationale puisse trancher ce genre de situation. Mais est-ce que vous pensez qu'avec la venue de ces élections et avec la venue d'un nouveau régime, peut-être, cela va changer la situation? Bon, c'est difficile de prédire l'avenir, mais il faut reconnaître qu'avant les élections, il ne faut pas attendre grand-chose. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas attendre grand-chose, même si voilà, cette décision est intervenue entre-temps. Voilà, il ne faut pas attendre grand-chose des autorités, mais cependant, nous, on va continuer bien sûr à les rappeler par rapport à leurs obligations. Les obligations premières de protéger les populations, de protéger, bien sûr, de faire respecter les droits des justiciables. Et tous ces événements ne vont-elles pas retarder un peu les... Oui, bien sûr, ça pourrait, parce qu'il n'y a pas que ces procédures, il y a d'autres procédures, qui sont au point mort, et avant les élections, il faut être réaliste, il ne faut pas attendre à grand chose, comme je l'ai dit, même si notre souhait c'est de voir plus de mesures, que nous soyons à l'approche des élections ou que nous soyons dans un autre mandat ou dans un autre régime. Peu importe, l'État, les hommes viennent, ils passent, l'État reste, les services, il y a le principe de la continuité des services publics, et quel qu'en soit les scénarios, et bien sûr, la leitmotiv doit être, bien sûr, pour l'État de respecter ses engagements internationaux en matière, bien sûr, des droits de l'homme. Ça, c'est le principe. Donc, quel qu'en soit, bien sûr, les scénarios, voilà, avant ou après les élections. Donc, ça, l'État, ça, c'est une activité permanente. Ça doit être une activité permanente de l'État, quelle qu'en soit la situation qui prévaut. D'accord. Alors, Madame Harbert, êtes-vous du même avis que M. Traoré concernant le fait que cela peut avoir un retard peut-être requis dans d'autres procédures en cours devant la justice malienne? Oui, je le pense aussi. Les élections peuvent être peuvent permettre d'avoir droit à un grand retard même, parce que même lorsque nous voyons, surtout s'il y a un changement de régime, parce que bon, nous avons un président, mais il peut changer, et si jamais il change, nous aurons quelqu'un nous sommes à 3 mois des élections. Aucun des candidats à ces élections-là ne nous a parlé d'un programme, de ce qu'il prévoit de faire dans le cadre de la justice, dans le cadre de l'application de l'accord de paix. Tous ces candidats-là, c'est juste, ils ne font que partager leurs photos. Et ces photos-là, bon, ne parlent pas, en fait. Et ils n'évoquent pas vraiment les points qui nous sont importants et qui touchent vraiment à ce problème de justice et de paix, de processus de paix au Mali, parce que le tout est conditionné.
Là, si jamais nous changeons de président, c'est vrai, l'administration est une continuité, mais nous risquons d'avoir un retard le temps que les nouvelles autorités se mettent dans le bain du processus de paix. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils ont même une idée? Ils ont quelque chose derrière la tête dans le cadre de la justice, l'application de ce qui a été signé, paraphé par l'État malien, nous ne savons pas. Vous voyez, parce que c'est un problème qui s'est posé lorsque M. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu président. À un long moment, le processus de paix est resté figé. Il a fallu les malheureux événements de mai 2014 pour qu'on marque vraiment un début de négociation et qui a provoqué les différents rounds d'Alger. Et même là, il y a eu beaucoup de victimes. On ne nous dit rien sur ça. Les fonctionnaires maliens qui ont été tout simplement égorgés. Nous ne savons pas, sont-ils poursuivis? Qui sera même poursuivi pour ces crimes-là? Nous ne savons absolument rien de tout cela. Voyez-vous. D'accord. Merci, Mme Harbert. Et vous, M. Traoré, malheureusement, le temps nous fait défaut. Un mot avant de boucler le débat. Moi, je voudrais terminer sur une note d'espoir. J'ai l'espoir, bien sûr, que, quels qu'en soient les différents cas de figure, que les autorités, bien sûr, s'attellent davantage à respecter, bien sûr, les engagements internationaux pris. Et donc, ce respect doit passer, bien sûr, par plus de mesures allant dans le sens de la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire c'est de prévoir des mesures qui doivent permettre de diligenter des enquêtes, bien sûr, pour faire la lumière sur toutes ces exactions et sur tous ces crimes commis. Mais surtout, c'est de juger les cas échéants, les auteurs de ces violations graves des droits de l'homme, et aussi, par ricochet, c'est de prévoir des mesures de réparation idoines et appropriées pour les victimes. Et cela, bien sûr, nous conduira à une véritable réconciliation de paix, comme on le dit, et chez nous, une véritable réconciliation de cœur et d'esprit. Sinon, une réconciliation qui marche sur la justice ne sera qu'une réconciliation des façades. Je voulais terminer sur ces mots. Et vous, Mme Harbert, avant de boucler ce débat, vos attentes et un mot de la fin? Mes attentes, c'est qu'un jour, j'ai aussi l'espoir, j'espère qu'il y aura un jour la justice, la paix au Mali. Et je dis à M. Traoré que le travail qu'ils sont en train de faire est super. Il faudrait qu'il continue pour que des personnes comme moi retrouvent l'espoir, quoi. Et merci pour tout ce qu'ils font aussi. C'est entendu. D'accord. Alors, merci beaucoup, Madame Harbert. Et cela me fait à ce débat sur la justice et la réconciliation. Un grand merci à nos invités. Monsieur Drissa Traoré, coordinateur du projet conjoint AMDH-FIDH. Madame Fatmata Harbert, activiste et ressortissante de Tombouctou. Ce débat vous a été présenté par Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keïta. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Issa Fakaba Sissoko et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.